En République démocratique du Congo, les médecins durcissent leur mouvement de débrayage. Plus d'un mois que dure cette grève dans les hôpitaux publics. Au Togo, l'opposition reporte ses manifestations au 6 et 7 septembre. Un report qui vise à faire participer un plus grand nombre de personnes. Crise politique au Venezuela, l'ex-procureur général en fuite porte plainte au Costa Rica. Bonjour et bienvenue à ce nouveau journal. Les médecins congolais ont durci lundi une grève entamée il y a de cela plus d'un mois dans les hôpitaux publics, décidant de ne plus assurer que les urgences et dans quelques hôpitaux seulement. Cette grève vise à mettre le gouvernement devant ses responsabilités sur la détérioration des conditions des médecins qui ont perdu, selon eux, plus de la moitié de leur pouvoir d'achat. Suivez. Depuis lundi, les médecins ne traitent que les cas d'urgence dans quelques hôpitaux où les malades sont orientés. Le syndicat national des médecins, SINAMED, en République démocratique du Congo, a radicalisé sa grève entamée il y a plus d'un mois dans les hôpitaux publics avec une polarisation du service. Dans les villes qui comptent 3 hôpitaux publics, les malades sont orientés dans un seul hôpital, tandis que dans les villes à 10 ou 20 hôpitaux, seuls 2 hôpitaux reçoivent les urgences. Cependant, les banques de sang et le service de dialyse continuent de fonctionner, de même que les hôpitaux de l'armée et de la police. Cette nouvelle forme de la grève sera observée jusqu'au 2 septembre prochain. Elle pourrait ensuite passer à une grève totale si aucun accord n'est trouvé avec le gouvernement. Selon les responsables syndicaux, cette grève vise à mettre le gouvernement devant ses responsabilités par rapport à la détérioration des conditions des médecins qui, selon eux, ont perdu plus de la moitié de leur pouvoir d'achat. Depuis le déclenchement de la grève le 21 juillet dernier, aucun accord n'a été trouvé entre les médecins et le gouvernement. Toujours en République démocratique du Congo, 140 personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain dans le nord-est du pays. En mémoire des victimes, un deuil national de 2 jours a été décrété lundi par le président Joseph Kabila. Les drapeaux seront mis en berne et les radios et télévisions sont invitées à diffuser de la musique religieuse. Le 16 août, un village de pêcheurs avait été englouti par un glissement de terrain à la suite d'une forte pluie sur la rive congolaise du lac Albert, à la frontière avec l'Ouganda. 40 corps ont été enterrés dans les 2 jours et au moins une centaine se trouvent encore sous les décombres. Ces informations ont été données par le vice-gouverneur de l'Ituri, Pacifique Keita, qui a annoncé la suspension des recherches pour privilégier les travaux de désinfection. Un tour par le Togo à présent, les partis d'opposition qui avaient appelé à marcher à Lomé les 30 et 31 août pour exiger des réformes ont repoussé d'une semaine les manifestations. Selon un communiqué qu'ils ont rendu public, ce report vise à répondre aux appels pressants de toute la population de l'intérieur du pays de s'associer aux manifestations. Ce report intervient après l'appel du parti au pouvoir UNIR à ses militants pour des marches à Lomé les 29 et 31 août pour soutenir le président Faure Gnassingbé. Suivez. Initialement prévues pour les 30 et 31 août prochains à Lomé, les marches de l'opposition pour exiger des réformes ont été repoussées d'une semaine. Selon les partis d'opposition, ce report des manifestations vise à répondre aux appels pressants de toutes les populations de l'intérieur du pays qui entendent s'associer aux manifestations. La coalition CAP 2015 et le Parti national panafricain PNP ont donc appelé les Togolais à répondre aux marches qu'ils organisent désormais les 6 et 7 septembre prochains, non seulement à Lomé, mais aussi dans tous les chefs-lieux de préfecture. Ce report intervient après l'appel du parti au pouvoir lancé à ses militants pour des marches pour la paix à Lomé les 29, 30 et 31 août pour soutenir le président Faure Gnassingbé dans le processus de réforme politique en cours. De son côté, le parti présidentiel a maintenu ses marches prévues à partir de ce mardi dans la capitale.
Dans un communiqué publié lundi en fin de matinée, le camp du pouvoir a invité ses militants à se mobiliser pour ces manifestations. Bientôt, plus de confusion à la tête de la rébellion des forces républicaines du Burundi, Forebu. La force a annoncé lundi qu'elle changeait de nom et qu'elle serait désormais dirigée par un ancien officier supérieur de l'armée burundaise, essentiellement composé de soldats et policiers ayant déserté les corps de défense du Burundi depuis le début de la crise politique en 2015. Ce mouvement s'appellera désormais les Forces populaires du Burundi, FPB. Le général Jérémy en prendra les rênes. Il faut dire que le colonel Edouard Ntimiri-Amana, qui avait annoncé la création des Forebu le 23 décembre 2015, sera son adjoint. Les FPB sont désormais le groupe rebelle burundais le plus important en nombre. Il comprend entre 300 et 500 combattants basés au sud Kivu, dans l'est de la RDC. Au Nigeria, à présent, une cour de justice a ordonné lundi la saisie bancaire de 7,6 milliards de naira, soit 21 millions de dollars, appartenant à l'ex-ministre du pétrole, Diezani Alison Madueke, accusé de corruption. Cette nouvelle mesure intervient après la confiscation ces dernières semaines de nombreux autres biens qui lui appartiennent. Le juge de la Cour fédérale de Lagos a ordonné lundi la saisie bancaire de 7,6 milliards de naira, soit environ 21 millions de dollars, appartenant à l'ex-ministre du pétrole, Diezani Alison Madueke. Cette décision a été rendue suite à une investigation menée par la Commission des crimes économiques et financiers contre cette ancienne figure de l'ancien gouvernement de Goodluck Jonathan. Selon l'accusation, des comptes ont été ouverts dans des banques locales par des représentants de la compagnie pétrolière nationale alors qu'elle était ministre des hydrocarbures entre 2010 et 2015. Cette saisie fait suite à la confiscation de nombreux biens lui appartenant, notamment des propriétés à Lagos et à travers le pays, pour une valeur de 44,5 millions de dollars. Alison Madueke était l'une des figures les plus importantes de l'administration Jonathan et la première femme à la tête de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP entre 2014 et 2015. Elle est actuellement en liberté sous caution à Londres après avoir été arrêtée dans le cadre d'une autre enquête britannique sur un vaste scandale de corruption internationale et de blanchiment d'argent. Le gouvernement vénézuélien cherche à abattre l'ex-procureur général en fuite. Luisa Ortega, qui se considère victime d'une persécution politique, a fait cette dénonciation lundi au Costa Rica. L'ex-procureur général du Venezuela s'est rendu au Costa Rica spécialement pour déposer une plainte devant le parquet et la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Luisa Ortega en a fait la déclaration lors d'une conférence de presse aux côtés du procureur costaricien George Chavarria. Me faire tuer, c'est ce dont j'ai peur. C'est pourquoi je veux déposer une plainte ici au Costa Rica. Même en étant procureur général, ils ont attaqué militairement et avec des baïonnettes le ministère public. Ils ont perquisitionné 2 fois mon domicile. Ils ont volé tous mes biens chez moi. Ils ont persécuté ma famille. Ils ont persécuté les travailleurs du ministère public qui n'avaient rien à voir avec moi, qui étaient seulement des travailleurs d'une institution. Ma présence au Costa Rica représente une opportunité très importante pour notre cause et c'est grâce à la solidité des institutions de ce pays. L'icône des droits humains en Amérique est le Costa Rica. C'est pourquoi je suis ici. Luisa Ortega est arrivée lundi au Costa Rica, mais ni elle ni les autorités n'ont souhaité dévoiler son programme pour des raisons de sécurité. Chaviste dissidente, elle a été démise de ses fonctions le 5 août par la toute nouvelle Assemblée constituante acquise au chef de l'État. Germán Ferrer, son époux et député, est accusé de corruption par Caracas et risque d'être arrêté après que l'Assemblée constituante l'a privé de son immunité parlementaire. Ils ont donc fui leur pays pour chercher refuge en Colombie.
Glissement de terrain dans le sud-ouest de la Chine. Le bilan s'alourdit et le nombre de disparus a été porté à plus de 30 ce mardi. 3 personnes ont déjà été retrouvées mortes et 7 ont été blessées à la suite d'un éboulement survenu lundi dans la localité de Bijie. Les recherches se poursuivent et les sauveteurs apportent une aide humanitaire aux habitants touchés par la catastrophe. Une vidéo publiée lundi sur le compte Twitter du quotidien du peuple, un journal officiel, montrait l'écroulement spectaculaire d'un pan de colline et un nuage de poussière s'élevant dans le ciel sous les cris horrifiés des badauds. Les glissements de terrain, il faut le dire, surviennent régulièrement dans les zones rurales et montagneuses de la Chine, en particulier durant les fortes pluies. Les conditions météorologiques extrêmes cet été ont déclenché une série de catastrophes dans la moitié sud du pays, faisant de nombreux morts et déplacés. Alors, que nous disent les nouvelles du côté de la Corée du Nord? Il faut dire que ce mardi, la Corée du Nord a mené un tir de missiles balistiques qui a survolé le Japon pour s'abîmer dans le Pacifique. Un pas supplémentaire dans l'escalade des tensions autour des ambitions militaires de Pyongyang. 2009, c'était la dernière fois qu'un engin nord-coréen avait survolé le Japon. C'était un tir de satellite d'après Pyongyang. Mais d'après Washington, Séoul et Tokyo, il s'agissait en fait d'un test clandestin de missiles intercontinental balistique. Ce 29 août, l'engin a parcouru 2700 km à une altitude maximum d'environ 550 km. Il a été tiré vers l'est et non en direction de Guam, situé à environ 3500 km de la Corée du Nord. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a dénoncé une menace grave et sans précédent et a demandé une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le tir inacceptable d'un missile au-dessus de notre pays représente une menace grave et sans précédent et nuit considérablement à la paix et la sécurité de la région. J'ai exprimé notre protestation auprès de la Corée du Nord. Nous allons demander une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Au sein des Nations Unies, le Japon va fortement appeler à accentuer la pression sur la Corée du Nord en coopération avec la communauté internationale. Une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Corée du Nord est prévue ce mardi à New York à la demande de Tokyo et Washington. La convocation de cette réunion fait suite à un entretien entre les dirigeants américains et japonais qui ont convenu d'augmenter la pression sur la Corée du Nord. Ces sanctions, visant notamment les exportations nord-coréennes de charbon, de fer et dans le domaine de la pêche, sont censées priver la Corée du Nord d'$1 milliard de revenus par an. Une stratégie pour pousser la Corée du Nord vers une table de négociation sur ses programmes d'armement. Ce sera tout pour ce rendez-vous des informations. Merci pour votre attention. Au revoir.